Bonjour à toutes et à tous, le football est évidemment de retour avec la Coupe du Monde dans Unibet Clubhouse, votre émission sur les grands événements du sport. Et là, en ligne de mire, qu'est-ce qu'on a? Les huitièmes de finale, les amis! Et forcément, pour les huitièmes de finale, on avait envie de faire un petit spécial Afrique. Et pour le spécial Afrique, qui est-ce qu'on a avec nous? Le magicien, l'homme qu'on appelle le magicien, surtout en Gambie, le sélectionneur, bien sûr, de la Gambie, un homme qui a du talent et surtout beaucoup de caractère, c'est Tom Saintfiet. Comment ça va, Tom? Très bien, merci. Je suis très heureux de te recevoir dans Unibet Clubhouse. Évidemment, à ses côtés, on aura son traducteur professionnel, déjà prêt pour la Gambie. Thomas, comment ça va? Très bien, je suis vraiment honoré d'être ici parce que c'est pas tous les jours qu'on a un sélectionneur d'une équipe nationale à côté de soi. Ouais, c'est un honneur, effectivement. Ça, on tenait effectivement à te le dire au nom de tout le Clubhouse. Et puis surtout, je suis sûr qu'il y aura pas mal de choses que tu vas pouvoir aussi nous raconter. C'est extraordinaire d'être sélectionneur d'une nation, surtout de nation africaine. Tu dois avoir tellement de choses à raconter. Mais avant de ça, on va bien sûr aborder, faire un petit tour simplement de vos réactions. Qu'est-ce que vous avez pensé maintenant qu'on approche? On a déjà dépassé d'ailleurs la moitié de la Coupe du Monde. Qu'est-ce que vous retenez justement de la moitié de cette Coupe du Monde, Tom? C'est une Coupe du Monde pour moi très intéressant. Au début, je suis un peu fâché que je suis pas là. Non, après la CAN, j'ai parlé avec Cameroun, avec Tunisie et aussi avec Maroc, et c'est mon rêve d'être là aux Coupes du Monde. Et sûrement quand il y a des entraîneurs qui ont à jouer et que j'ai gagné contre, je veux être là. Mais le Coupe du Monde, pour moi, c'est très intéressant. Au début, il y a beaucoup de matchs nuls, mais ça peut être aussi intéressant tactiquement. Et maintenant, les matchs sont très intéressants avec beaucoup de buts, beaucoup de dynamique. C'est seulement dommage que notre équipe belge peut-être n'a pas donné tout au début, mais je suis très content avec ce Coupe du Monde. Thomas, ce qui s'est remarqué, surtout dans cette première moitié de Coupe du Monde, c'est le nombre de 0-0. Ouais, absolument affolant. Exactement, c'était c'est un type de pari par exemple que notre ami Quentin adore, les nuls mi-temps. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de matchs nuls, c'est même assez impressionnant, beaucoup de 0-0. C'est un peu dommage pour le spectacle, mais comme il disait, tactiquement, ça peut toujours être intéressant à analyser. Ah, cette Coupe du Monde, c'est comme le ketchup, comme dirait Cristiano Ronaldo. Soit il y a rien, soit il y a tout qui vient d'un coup. On se rappelle de ce match Corée du Sud, Ghana, fini 3-3, 2-3, je pense. 2-3, c'est incroyable. Pareil pour le Portugal contre le Ghana. Ce groupe-là, en tout cas, est hyper passionnant. Dans les équipes africaines, il y en a une que tu retiens plus que d'autres? Dans cette... Naturellement, Sénégal, avant le tournoi, j'ai dit Sénégal est l'équipe africaine plus forte, peut-être plus forte dans l'histoire. C'est maintenant une équipe qui peut aller aux semi-finales. Pour moi, c'est une équipe avec tous les joueurs qui jouent dans les grandes ligues en Europe, avec l'expérience aux Coupes du Monde, avec l'expérience d'être champion d'Afrique. Pour moi, c'est l'équipe plus forte. Mais tous les autres équipes africaines font une bonne expérience, impression dans le premier tour. On a vu beaucoup de bons matchs. Il n'y a pas une équipe qui a fait catastrophique aux Coupes du Monde. Non, c'est vraiment vrai ça. Le Sénégal est pour moi l'équipe plus forte et on va voir contre Angleterre quelle est la possibilité. Mais je pense Sénégal a les qualités pour le demi-finale. Justement, ça va nous permettre de démarrer le que oui, que non. Bien sûr, la première question, vous savez, on vous a drillé, vous connaissez maintenant l'adage, oui ou non. Et puis après, bien sûr, on débattra de ces mêmes questions. Êtes-vous déçu par les performances des équipes africaines durant ce mondial? Oui ou non? Non. 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 Allez, on est un de non, c'est super. On va pouvoir reparler derrière du Sénégal. Cristiano Ronaldo, sans club, peut-il emmener le Portugal en finale? Non. Non. Oui. Oui, allez, oui, non, c'est super. Là, c'est bien. Il y a une zone de débat intéressant. Argentine, avez-vous été convaincu par les performances de Lionel Messi et ses coéquipiers? Tom? Oui. 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 Eh ben, c'est très bien. Donc là, on a donc un désaccord et deux accords, c'est super. On part donc maintenant forcément avec la première question. Est-ce que vous avez été déçu par les performances des équipes africaines? Vous m'avez dit non. Justement, pourquoi pas de déception? Est-ce qu'ils ont tous été au niveau que tu attendais d'eux, Tom?
Oui, naturellement, Sénégal est maintenant au deuxième tour, mais on a vu aussi une très bonne performance du Tunisie. Ils sont pas qualifiés pour le deuxième tour, mais une victoire contre France, c'est France B, mais Tunisie a aussi bien joué contre Australie et contre Danemark. Aussi, la performance du Ghana contre Sud-Corée et contre Portugal, c'est très bon niveau. On a vu un match fantastique du Cameroun contre Serbie. Et naturellement, Maroc, c'est dommage pour les Belges, mais Maroc a gagné contre nous et aussi une très bonne équipe. Pour moi, c'est une très bonne Coupe du Monde pour les pays africains. Tu le rejoins? Tout à fait d'accord. Je suis même surpris du niveau des équipes africaines. Celle qui m'a le plus convaincu niveau jeu et surtout qui m'a très très surpris, c'est l'équipe du Ghana quand même. On s'y attendait pas. Moi, franchement, en début de compétition, pour moi, c'était une équipe finie dernière. Mais ce qu'ils ont montré durant cette Coupe du Monde, franchement, je suis agréablement surpris. Alors justement, tu parlais tout à l'heure du Sénégal. Ils vont rencontrer l'Angleterre en 8e de finale. Sont-ils capables de réaliser l'exploit? Oui, ils sont capables, mais naturellement, toutes les équipes qui jouent le 8e finale peuvent gagner ce match. Tu vois qu'ils grincent des dents, hein, tu vois. Ouais, non, mais avec Mendy, avec Koulibaly, avec tous les joueurs qui sont là, la qualité est là. Mais c'est un match, Angleterre est aussi très fort, ça va être un match très très difficile, mais pour les deux équipes et au 8e finale, il y a un peu de stress. Peut-être Sénégal peut perdre rien et il y a plus de stress pour Angleterre. Mais c'est possible, je dis pas que ça passait, mais c'est possible pour Sénégal de battre Angleterre. Même sans Sadio Mané, tu penses que cette équipe-là, c'est la meilleure actuellement dans le mondial, la meilleure équipe africaine pour le moment dans cette Coupe du Monde au Qatar? Oui, parce qu'il y a beaucoup d'alternatives et peut-être c'est aussi une victoire pour l'équipe que Mané n'est pas là. Les autres joueurs peuvent prouver leur qualité. Il y a plus de responsabilités. Pas seulement un joueur qui prend toutes les responsabilités, mais toute l'équipe qui prend les responsabilités. Peut-être c'est une bonne chose pour Sénégal que Mané n'est pas là pour le moment. Thomas, je t'ai vu grincer des dents quand tu parlais d'Angleterre-Sénégal. Sur papier, je suis d'accord avec Tom. C'est que c'est la meilleure équipe. Sur papier, mais celle qui m'a le plus convaincu, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment le Ghana, parce que ils ont quand même joué face au Portugal, ils ont sorti une très belle prestation. Le Sénégal a joué contre le Qatar, contre l'Équateur. Bon, l'Équateur c'est une bonne équipe, on va pas se mentir, mais c'est un niveau quand même en dessous que ce que le Ghana a dû affronter durant cette phase de groupe. Donc l'équipe globalement qui vous a le plus impressionné africaine, ça reste quand même le Ghana. Ouais. Le Ghana. Je suis assez d'accord. Mais ils sont capables le Sénégal, ils sont capables de battre l'Angleterre sur un malentendu, tu vois, une surprise, ça peut arriver. On en a tellement vu dans cette Coupe du Monde, mais. Et je pense que Ghana est le plus grand surpris des pays africains. Clairement. Sénégal, on a pensé avant le tournoi, ils sont forts. Et Ghana, moi aussi, on n'a pas pensé qu'ils sont les niveaux comme ça et c'est un grand surprise pour nous et je pense que beaucoup de personnes supportent le Ghana parce qu'ils jouent avec beaucoup de dynamique et c'est très intéressant de voir. Des joueurs très impressionnants. Salih Abdul Samed, je le trouve incroyable. On en avait déjà parlé lors de la première émission avec Jess de Prêteur pour préfacer la Coupe du Monde. Voilà, pour moi, c'est un talent fantastique. Salih Abdul Samed, c'est une trouvaille. Ils ont quand même la faculté d'avoir toujours des joueurs de travail, d'impact, tu vois, physique. C'est quand même impressionnant. Est-ce que toi, tu arrives à dénoter des styles en tant qu'entraîneur, des styles différents de joueurs selon les nations africaines? Oui, mais c'est aussi les pays Afrique du Nord, ils sont d'autres styles, c'est pas plus fort, mais c'est plus techniquement. Les pays Afrique Ouest sont toujours physiquement et avec beaucoup de passion, mais naturellement, tu parles de Salissou, mais pour moi, Kudus, c'est aussi, pour moi, c'est peut-être le meilleur joueur du Ghana pour le moment, et je ne pense pas qu'il va rester longtemps avec Ajax. Il y a des autres joueurs, Souleymane Kamaldine, il n'a pas joué beaucoup, il joue pour Rennes. Souleymane, c'est aussi un joueur très fort. Il vient aussi du Danemark. Très bonne compétition. Où il y a toujours des petits il y a Ghana, mais Ghana a beaucoup de force. Sénégal est peut-être moins de force, mais plus professionnel, plus tactiquement, plus professionnel. Déjà adapté au football européen, européanisé plus que les autres. Je pense, oui. Mais naturellement, pour Ghana, il n'y a pas de stress
quand tout le monde pense qu'ils perdent chaque match, tu peux gagner seulement. Avec Sénégal, tout le monde pense en Afrique, il peut être peut-être le nouveau champion du monde. Ils sont champions d'Afrique. Les joueurs jouent avec Chelsea, avec tous les grands pays, clubs en Europe. La mentalité est peut-être un peu différente. Et ce Ghana est peut-être une copie du Ghana de 2010. En 2010, il n'y a pas d'Essienne. Il y a quelques noms qui sont pas là. Il y a beaucoup de jeunes joueurs de l'équipe nationale du moins 20 qui sont champions du monde cette année, de l'année en Égypte. Et peut-être le surpris, la jeunesse du Ghana, ça peut être intéressant de suivre. Ouais, c'est très intéressant, effectivement, une équipe éminemment à suivre. Dans le même groupe, il y a le Portugal, les amis. Le Portugal de Cristiano Ronaldo. Sans le club, peut-il emmener forcément la sélection en finale? Vous m'avez dit tous les deux oui, non, c'est ça? Non, vous n'étiez pas d'accord. Il a dit non, moi j'ai dit oui, c'est ça, je pense. Hein. Non, oui, du coup, vas-y Tom, si t'as dit non. Je pense que Portugal peut jouer le final, mais c'est pas parce que c'est Ronaldo, c'est parce qu'il y a un très bon entraîneur. J'aime la stratégie du Santos. Moi, je suis un entraîneur qui aime les 0-0. En Gambie, t'as dû en avoir, hein, t'as dû en manger. Non, en Gambie, on a beaucoup de fois 1-0 comme ça, plusieurs fois. Et je pense qu'on a l'équipe africaine qui joue presque tout le temps le vrai Catenaccio défense. Et c'est Santos aussi, c'est son stratégie, une bonne défense, bien organisée. Et c'est pas seulement Ronaldo. L'équipe du Portugal a les qualités pour aller au final, mais pas parce que c'est Ronaldo qui a amené Portugal là. Je veux dire oui, mais parce que tu as demandé c'est Ronaldo, j'ai dit non. Mais je pense que Portugal a les qualités pour aller au final. Ça veut dire que l'individualité aujourd'hui avec Cristiano Ronaldo ne suffit plus au Portugal pour pouvoir aller loin. C'est ça, c'est à peu près ce qu'explique Tom. Toi, t'es pas d'accord avec ça? En fait, vu comment il a expliqué, je suis plutôt d'accord avec lui. C'est vrai que quand tu analyses la question, c'est vrai que c'est pas Ronaldo qui va amener cette équipe du Portugal en finale. Mais il jouera quand même un rôle important parce que ça reste Cristiano Ronaldo, il a quand même un statut, c'est le meilleur joueur de l'équipe. Mais le Portugal, c'est vrai que pour moi, ils iront potentiellement au final aussi. Mais c'est pas que le rôle sur le terrain, Tom. Cristiano Ronaldo, c'est aussi un coach. Oui, c'est son personnalité et naturellement, il prend peut-être un peu de responsabilité des autres joueurs. Tous les autres équipes, les adversaires pensent « Oh, c'est Ronaldo » et les autres joueurs reçu plus de liberté pour jouer. Et le rôle de l'entraîneur, je suis impressionné que c'est un entraîneur qui demande beaucoup de discipline. Je sais que c'est pas facile pour des joueurs de faire ça tout le temps parce que chaque joueur veut jouer le football offensif. Mais il a le respect de ses joueurs et l'équipe est un très bon balance. Ronaldo est là dans les moments importants, mais c'est pas seulement Ronaldo, c'est une très bonne équipe et il y a beaucoup de joueurs du haut niveau. Et pour moi, un des meilleurs entraîneurs aux Coupes du Monde. Un entraîneur qui a déjà gagné, effectivement, on le rappelle, le Portugal a gagné l'Euro 2016 et la Ligue des Nations en 2019. On a tendance à oublier cette compétition, mais il faut la gagner, quand même, c'est important. Fernando Santos, ok. Bruno Fernandes aussi. Ouais, incroyable. Ouais. J'adore ce joueur. Thomas. J'adore ce joueur parce que il y a justement cette star Cristiano Ronaldo, mais il a tellement bien performé le dernier match quand Ronaldo il est sorti justement. C'est un joueur qui va vraiment encore grandir, évoluer et franchement j'adore ce joueur. Moi j'adore. Je le préfère même à Cristiano Ronaldo des fois parce que franchement t'aimerais bien avoir un joueur comme Bruno Fernandes dans ton équipe? Tom? Oh, Ronaldo et Fernandes, il peut signer les deux, mais ils étaient dans le même club, hein. Ouais, et ça n'a pas forcément très bien fonctionné. Donc ça n'a pas bien fonctionné. Cristiano Ronaldo qui pourrait aller du côté d'Al-Sadd, Al-Nasser, pardon, du côté de l'Arabie Saoudite, où un énorme contrat de 200 millions de dollars lui serait offert. Alors la petite astuce, c'est que c'est pas Al-Nasser qui offre, mais plutôt un contrat d'image lié en fait au sponsoring, etc. Pour la Coupe du Monde 2023. Voilà, c'est ça, pour essayer d'avancer un petit peu. Ils ont déjà eu les Jeux Olympiques d'hiver dans un désert. Qu'est-ce seront-ils capables encore de faire? C'est quand même incroyable, tout ce qui se passe. C'est une question d'argent. Voilà, exactement, en ce moment. Et donc, le meilleur ennemi de Cristiano Ronaldo, c'est Lionel Messi, bien sûr, l'Argentine qui s'est imposée dans son dernier match de phase de poule 2-0 face à la Pologne, avec un Lionel Messi qui a été fort cadenassé, un match qui n'était pas évident à voir. Alors, est-ce que justement, vous avez été convaincu par les performances de Lionel Messi et ses coéquipiers?
Contre Saoudi Arabe, le premier match, on a pensé, c'est pas l'Argentin, c'est pas le Messi qu'on en connaît. Mais maintenant, après les 2 autres matchs, on a vu une équipe très forte, un Messi qui prend la responsabilité, qui peut guider son équipe aux victoires. Je pense que la Belgique manque un leader comme Messi dans l'équipe. Naturellement, j'aime le football argentin. Je suis né longtemps passé. Pour moi, Maradona est le meilleur de l'histoire. Mais peut-être Messi peut donner Argentin cette année quelque chose de spécial. Thomas, ce qui est intéressant avec Messi, c'est qu'il a aussi ce côté bon père de famille protecteur. On se rappelle de cette fameuse anecdote avec McAllister, le buteur face à la Pologne, que tout le monde appelait Colo. Et il aimait pas en fait qu'on l'appelle Colo. Il disait non, mais ne m'appelez pas comme ça et tout. À un moment donné, il s'est fâché à l'entraînement en disant arrêtez de l'appeler Colo. Arrêtez de l'appeler Colo parce qu'il n'aime pas ça. Donc il a aussi ce côté affectif qui fait qu'il suscite aussi l'amour de ses coéquipiers. Messi, c'est la clé. Ouais, c'est la clé. Après moi, très honnêtement, j'ai été un peu déçu de son attitude lors du premier match. J'ai pas senti que Messi était présent. Il y avait pas de révolte, il y avait pas d'envie. Bon là, on l'a remarqué le deuxième match quand il a marqué. Tu voyais vraiment dans son visage et dans son expression qu'il était très 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 content d'avoir marqué. Mais j'étais déçu de son attitude premier match. Il me fait même penser un petit peu ça m'a fait un peu penser à De Bruyne avec la Belgique, qui est pas très, enfin qui me déçoit beaucoup. Et je trouve que les deux se ressemblent. Et pour comparer à Cristiano Ronaldo, moi je trouve que Ronaldo, il est très dévoué. L'homme pleure quand il y a l'hymne national, tu vois. Et c'est ça la différence entre Messi et Ronaldo à ce moment-là, actuellement, c'est que Ronaldo, il est plus là pour sa nation et je trouve que Messi, ça se remarque pas trop. Oui, puis on s'est souvent posé aussi la question de savoir si Lionel Messi était pas un petit peu, n'avait pas aussi des variantes d'autisme. Aussi, c'est vrai, c'est pas une blague. J'ai jamais entendu ça. Il y a vraiment effectivement des tests, notamment en Argentine, qui ont prouvé que Messi était pas. Il y avait peut-être aussi voilà, de ce point de vue-là, il y avait peut-être un souci également. L'Argentine contre l'Australie, ça déroule facile en 8e, Tom? Il n'y a pas de match facile, mais normalement, ça va être une victoire pour l'Argentine. Ouais, la victoire pour l'Argentine. Ils vont pas faire comme la France, je pense, mais ils passeront au prochain tour, bien évidemment. Alors, on a parlé bien sûr d'Angleterre-Sénégal, on a parlé d'Argentine-Australie. Il nous reste bien sûr à parler des Néerlandais contre cette magnifique équipe des États-Unis. Elle est magnifique cette équipe. Tu as regardé un peu les matchs des États-Unis, Tom? Oui, il y a beaucoup de dynamique. C'est une équipe comme on connaît tous les athlètes en États-Unis, pas seulement dans le football, ce sont des athlètes motivés, très bien préparés, avec grande motivation. Et ces équipes-là, ils prouvent tout que les États-Unis est dans le sport. Mais je suis pas un supporter de les États-Unis. Je pense que Néerlandais, il ne joue pas très bien. Il n'a pas la meilleure équipe pour le moment. Mais j'aime aussi un entraîneur comme Louis van Gaal. Il est tactiquement un très bon entraîneur. Je pense que Pays-Bas va gagner contre les États-Unis, mais pas un match facile. Parce que les États-Unis, il leur manque vraiment quelque chose. C'est une très belle équipe. Franchement, ils ont bien joué, mais au milieu de terrain, défensivement, c'est très solide. Mais il leur manque un vrai numéro 9. C'est ça qui leur porte défaut actuellement. Il n'y a pas de vrai buteur. Il y a des bons ailiers, Pulisic, Timothy Weah. C'est des bons joueurs, mais il manque un 9 pour marquer les buts, justement. Alors, dans quelques instants, on parle du dernier 8e de finale que nous allons analyser, c'est-à-dire France-Pologne. Mais avant ça, on va rejoindre tout de suite notre ami Quentin qui va nous parler de Lionel Messi. Exactement, Sacha. Et je suis d'accord avec vous. Pour moi, Lionel Messi, il est incroyable. C'est par lui que tout passe sur le terrain. Si on voit Messi à droite et que le jeu est à gauche, on peut être sûr que dans 5 secondes, le jeu, il passe par la droite. On a vu aussi Messi, il tire les phases arrêtées. 2 pénaltys en 3 matchs et sans un grand Chesney lors de la dernière rencontre. C'était un but dans chaque rencontre. Donc la cote, elle est quand même très belle sur le site d'Unibet à 2,10. Lionel Messi buteur. En plus de ça, contre l'Australie, franchement, ça se tente. Allez, ça se tente. Carrément, 100%. Je suis complètement d'accord avec lui. Même pas la petite pièce. Non, même pas plus que la petite pièce. Le gros billet. Le gros billet. Ok, d'accord. Justement, écoutez un petit peu ce que Quentin nous disait. Il nous parlait de Chesney. Déjà 2 pénaltys arrêtés pour Chesney. Est-ce que c'est l'arme principale pour arrêter cette magnifique équipe de France? Je peux voir un problème pour l'équipe de France. Ils ont joué avec l'équipe B contre Tunisie et je pense que c'est pas un bon mouvement. Non, c'était pas la bonne solution. Oui, maintenant ils sont perdus contre Tunisie. L'atmosphère dans l'équipe, maintenant il y a vraiment une équipe A et une équipe B. Et l'équipe B n'est pas le niveau de l'équipe A, c'est prouvé. Et je pense que c'est une mauvaise décision pour du Deschamps. Tu peux changer peut-être 3-4 joueurs, mais pas toute l'équipe comme ça. Toi, tu n'aurais pas fait ça.
Non, quand on a qualifié au Cannes pour le deuxième tour, après 2 matchs, on a joué contre Tunisie avec 5 autres joueurs, des joueurs sans club, qui a prouvé quelque chose de 37 ans. Et j'ai dit, OK, maintenant tu peux jouer peut-être 45 minutes. Mais on a gagné tout le match contre Tunisie aussi avec notre deuxième équipe aux 5 joueurs de Parce deuxième que tu équipe. savais que le niveau était... Le ouais. balance et passe 45 minutes. J'ai dit, OK, pas tout le match, seulement 45 minutes. Tu as joué au Cannes. OK, maintenant, c'est l'autre qui vient. Parce que, comme entraîneur, tu veux gagner chaque match. Et pour le moral d'une équipe, c'est important. Tu veux être une équipe qui gagne. Et maintenant, c'est une équipe qui a perdu contre la Tunisie. Pologne n'a pas joué bien contre Argentin. Mais Pologne peut faire un surpris avec un Lewandowski. Je ne sais pas, mais c'est possible. Et là, j'ai même pas besoin de parler. Regardez, il est là. Non, impossible pour moi, c'est impossible. Je trouve que cette équipe de Pologne, elle est surcotée. Franchement, je sais même pas comment ils ont fait pour passer le prochain tour. Pour moi, une équipe comme l'Arabie Saoudite et même le Mexique, par rapport à ce qu'ils ont fait face aux Saoudiens, méritait plus de passer que la Pologne. Ils ont un grand gardien et c'est vraiment la clé, je pense, parce que sans ce gardien-là, je sais pas s'il serait là actuellement. Défensivement, c'est pas bon. Offensivement, ils ont Lewandowski, mais il y a pas d'apport. Il y a pas. Je trouve que c'est pas une très bonne équipe, la Pologne. La France se qualifie. Même le coach l'a dit. Il disait j'ai pas assez de bons joueurs pour jouer vraiment au foot. Donc si même l'entraîneur le dit, c'est chaud. Mais le stress peut être en France. France doit gagner et Pologne. Et ils gagneront. Mais France est le favori aussi pour moi. Mais je pense que le choix pour jouer avec l'équipe B contre Tunisie, c'est un mauvais choix. Non, mais clairement, ça, je suis d'accord. Allez, le dernier mot, on le laisse à notre invité, Thomas. Ah, ça, 100%. Tu sais bien, on va passer maintenant à question pour un expert. C'est l'heure du quiz, messieurs. Bien sûr, Thomas, tu connais, on va l'expliquer un peu à Tom. Bien sûr, 3 réponses possibles. Le premier qui arrive à 2, bien sûr, il a gagné, mais bon, on continue pour le fun. Un petit quiz où on va essayer de vous faire deviner des entraîneurs ayant, justement, été sélectionneurs d'équipes africaines. On va rendre hommage à Tom aujourd'hui avec des légendes, on peut le dire déjà, des légendes de ce football africain. On démarre tout de suite avec un premier indice. Et puis évidemment, si vous trouvez, vous m'interrompez, hein, vous n'hésitez pas. Tu m'interromps, on y va. C'est parti, vous êtes prêts ? 3-0 d'avance, mais c'est Reste attentif, Thomas, tu pourrais surprendre du monde. Né le 30 septembre 1968 en Savoie, je suis un footballeur français reconverti entraîneur. Hervé Renard. Eh ben voilà. Eh ben quand je t'avais dit que tu pouvais surprendre du monde, c'est déjà un 0. C'est magnifique. Français. Mais tu connais les questions, hein? Je connais pas. Ah Tom, attention, là on a voulu un petit peu susciter et aller shipper quelque chose. C'est un 0. On continue, bien sûr. Deuxième réponse, ça commence. Né le 15 mai 1952 en Yougoslavie, je possède aussi la nationalité française. Aliocic. Oui, bien sûr, Vahid Halilodzic, bien sûr. Voilà, c'est un but partout. C'est bien, mais voilà, hein, tout doucement, tu vois, tu as réveillé le lion qui sommeillait, le scorpion qui sommeillait en toi, Tom. Allez, on continue. C'est la dernière. Là, c'est la décision. On se bat pour le chocolat, Ken, désespérément le chocolat. Le chocolat, s'il vous plaît, un jour. Merci. À 74 ans, 74 ans, je suis considéré comme le mentor et guide spirituel en Afrique d'Hervé Renard. Claude Leroy. Oui, bravo. Je vais quand même continuer parce qu'après on va parler de Claude Leroy. Ancien footballeur professionnel, j'ai principalement joué à Laval, Ajaccio et Amiens durant ma carrière. Une fois reconverti comme coach, j'ai entraîné 11 sélections nationales, dont, écoutez bien, le Congo, bon ça va, la Malaisie et la Syrie. En guise d'aventure, j'ai également été le temps d'un match sélectionneur de la Bretagne. De la Bretagne. De la Bretagne. On m'appelle le sorcier blanc et ma dernière aventure était au Togo. C'est une légende en Afrique. Oui, mais j'ai pas une bonne expérience avec lui. Aïe. Raconte-nous tout, on est à la maison ici. Hein, non, mais il apprend mon travail au Togo. Allez. 2 matchs avant la fin des qualifications, nous sommes en route pour être qualifiés. On a 7 points après 4 matchs. On a joué contre Djibouti, gagné, contre Libéria, gagné, match nul contre Tunisie et perdu au Tunisie. Et dans le 3e match contre Tunisie, il est au stade et les journalistes me demandent il est là pour votre travail. J'ai dit non, parce qu'on est numéro 1 dans le groupe. Bah oui, il n'y a aucune raison. Il n'y a pas de raison pour ça. Et 2 semaines après, le ministre du Sport m'appelle, il dit
il y a un sponsor, une compagnie française qui veut investir dans le port au Togo. Ouais. C'est Mondelez et qui veut un entraîneur français. Il y a seulement 2 matchs qui restent. On doit jouer avec Togo contre Djibouti et Libéria. Les 2 matchs que j'ai gagnés 6 points. Et on a besoin de 3 ou 4 points contre les 2 matchs. Mais je dois partir et le roi à venir et prendre le job. Il a gagné 4 points contre Djibouti et Libéria. Il a prendre mon premier CAN en 2016. Et j'ai pas, on a joué contre la raison que j'ai signé avec Gambie, parce que Gambie est dans le même groupe avec Togo. Et on a gagné contre Togo. T'es un petit revanchard. Et Togo, de première phase que je suis au Gambie, on est 3e derrière Algérie et Bénin, mais avant Togo. Et après moi, Togo jamais qualifié pour le CAN. 5 ans, Claude Roy est entraîneur du Togo. Il n'a jamais qualifié pour un tournoi, seulement mon tournoi. La roue tourne. Le sorcier blanc n'est pas français, il est belge. Et il s'appelle Tom Seinfeld. Justement, Tom, à quoi ça ressemble au quotidien ta vie de sélectionneur? Parce on s'imagine des fantasmes. Un sélectionneur comme ça, toi, tu es belge, tu vis ici, etc. Comment est-ce que elle se compose, comment elle se construit ta vie au quotidien pour justement faire ce travail de sélectionneur? J'ai travaillé avec 10 pays. Je suis 4e dans la liste. Claude Roy est 3e. Il y a toujours Otto Pfister et Rudi Guttendorf avant nous. Ouais. Mais avant, j'ai toujours vivre dans les pays que je travaille. J'ai vivre en Éthiopie, en Namibie, Malawi, Bangladesh, Yémen, Trinidad et Tobago. Et la première année, j'ai vivre aussi au Gambie. Quand tu vis dans un pays, tu vu les matchs dans les ligues locaux, aussi dans les ligues amateurs des équipes du jeune. Tu es avec les directeurs techniques et tu es dans le bureau plusieurs fois pour des meetings. Mais les derniers 3 ans et demi, j'habite en Belgique parce que pour moi, c'est mieux. On a discuté ça avec la fédération gambienne. Tous mes joueurs jouent en Europe. Il y a 150 joueurs gambiens qui jouent en Europe, pas tous en haut niveau, mais 150 qui jouent en Europe. Je vis en Belgique, je vois tous les matchs en Europe, je voyage beaucoup, je suis en contact avec les joueurs. Chaque jour, je suis en contact avec mes joueurs. Quand il y a un joueur qui marque un but, on donne un assist au Corée du Sud ou au Malte, j'écris un message avant qu'il retourne aux cabines, un message, bon match, félicitations avec ton but. Je suis toujours en contact avec mes joueurs, avec mon staff. Je suis à Internet ou live les matchs et je fais des plannings. Naturellement, c'est pas comme un entraîneur avec un club, mais je suis occupé chaque jour. Mais ça, c'est intéressant ce que tu racontes parce que la première fois pas la première fois où on s'est parlé, mais la première fois que je t'ai invité pour l'émission, il était en voiture en Suède. Donc, il a pris sa voiture pour aller jusqu'en Suède. Pour aller voir un joueur. C'est incroyable. Ouais. Mais tu fais des parcours, mais la voiture, elle est usée à la fin de l'année. Hein, oui, non, mais j'ai vu le match Göteborg-Elsborg pour Maudou Djars qui joue à Elsborg. J'ai voyagé dimanche 1300 km à Göteborg. J'ai vu lundi le match et retour mardi. Et mercredi, je prends le vol au Malte pour voir un autre joueur là-bas et je retourne samedi. Et c'est comme ça. Mais pour moi, football, c'est mon travail, mais c'est aussi mon passion. Et voir un match, c'est pas grave pour moi. J'aime d'être là et c'est toujours bien parce que c'est aussi le contact des joueurs. Les joueurs sont impressionnés quand tu es là. Pour lui, tu as voyagé pour un joueur, de parler. Peut-être il y a des fois que le joueur n'a pas joué, mais tu es là, tu peux parler, tu peux manger quelque chose avec le joueur et le respect que tu as des joueurs, c'est important. Pour moi, un entraîneur, un sélectionneur, c'est quelqu'un qui suit chaque joueur, pas seulement les 20, les 30, mais aussi les 70 aux joueurs qui sont peut-être disponibles pour l'équipe nationale tout le temps, parce que tu dois construire toujours pour la future. Et c'est peut-être quelque chose qu'on a manqué en Belgique. On a resté avec une équipe et tout le temps.
En Gambie, j'ai toujours fait la construction pour la future. Les derniers campements en Antalya, 4 joueurs font leur début dans l'équipe nationale et chaque campement, je fais ça, des nouveaux joueurs. Et il y a des joueurs qui sont pas les niveaux. Après 1-2 matchs, j'ai dit, OK, tu n'as pas le niveau, mais il y a des autres qui prennent leur chance et donnent tout pour le pays. Mais en l'occurrence, ici, c'était un match donc où tu supervisais des joueurs gambiens, donc un joueur forcément gambien en Suède. Qu'est-ce qu'il a de spécial, le joueur gambien, par rapport aux autres? Tu l'as dit, tu as été sélectionneur d'autres pays, donc tu peux voir la spécialité, vraiment la spécificité du joueur gambien. C'est quoi la particularité? J'ai aimé de travailler avec chaque pays. Chaque pays a des bons côtés, des bonnes atmosphères, des bons joueurs. Mais naturellement, au Gambie, je suis maintenant 4 ans et demi et on a beaucoup de succès ensemble. Les Gambiens sont des joueurs très motivés, très disciplinés. Ils sont anglophones, ils sont musulmans. J'ai jamais beaucoup de problèmes dans le campement. Chaque joueur qui vient, il respecte les disciplines parce que au Togo, j'ai le nom de Monsieur Discipline. Pour moi, au début, quand je commence, la discipline est tout parce que quand il n'y a pas de discipline dans l'hôtel, dans le campement, il n'y a pas de discipline au pelouse. Et quand tu veux jouer 0-0, tu as besoin de bonne discipline. Pour cette raison, j'aime les disciplines et les joueurs gambiens sont très disciplinés. Naturellement, physiquement, ils sont pas le niveau peut-être du Sénégal, mais ils sont forts, ils sont des athlètes et ils sont très ambitionnés. Tu dois savoir que un salaire en Gambie pour un joueur football en Gambie est $30 par mois. Wow. Et un policier a $50 par mois. Ça dit que chaque joueur, chaque personne qui peut jouer le football, qui aime jouer le football, il faut faire tout pour une carrière extérieure. Il y a des joueurs qui jouent en Finlande pour $800 ou Arménie pour $600 parce que c'est beaucoup plus qu'en Gambie. Sur la motivation est là et jouer pour l'équipe nationale, c'est tout. Mais pas seulement les petits garçons, mais aussi les grands stars. Omar Colley, Moussa Berro, Omar Colley de Sampdoria, Moussa Berro de Bologne, Ibrahima Darboudou à AS Rome. Ce sont des joueurs qui aiment jouer pour l'équipe. Quand Sampdoria a dit non, tu ne veux pas partir, Omar Colley dit, OK, je pars. Tu peux être Ranieri, mais je veux partir. Je veux jouer avec mon équipe. Et la même mentalité avec Moussa Berro. Ils aiment leur pays. Ils sont très motivés, très disciplinés. Et naturellement, il y a des qualités. Physiquement, on a beaucoup de qualités offensives. On a beaucoup des attaquants et des joueurs qui jouent à elle. Il y a beaucoup de choix pour ça. C'est pas difficile. Un peu trop, peut-être. Oui, c'est pas facile parce que il y a toujours les journalistes et les spectateurs qui aiment joueur A ou B et tu peux seulement jouer avec 2 et tu peux sélectionner peut-être 4 ou 5, mais pas 23 joueurs à elle. C'est toujours la difficulté, mais le potentiel du Gambie est pas limité pour le moment et je pense que le futur pour Gambie est très bien. Tu réponds donc à ma question mieux que le quart de finale que vous avez fait, donc c'était en janvier 2022, c'est possible, Oui. face au Cameroun, forcément en défaite 2-0, mais est-ce que c'est possible de faire mieux que ça? Oui, si j'entends ce que tu dis. Je ne sais pas. Normalement, oui. Avec les joueurs, oui. Mais c'est pas seulement les joueurs qui donnent les résultats, c'est aussi l'organisation, la structure d'une fédération, d'un pays. J'ai espéré qu'on va être mieux après le CAN dans l'organisation, mais on n'a pas prendre cette étape. Maintenant, on a retourné dans l'organisation de 4 ans. La qualité est là, mais dans le football, c'est pas seulement la qualité, ce sont les hôtels, les vols, les organisations, les dates qu'on veut jouer. Quand je demande de jouer le 8 et le 16 et on va jouer le 4 et le 8. Quand on veut voyager lundi, il n'y a pas un vol lundi, on doit voyager mardi et le match est jeudi. Ce sont des choses qui influencent les résultats. Un peu plus de professionnalisme. Oui. Et c'est peut-être pour le moment ma frustration et le problème maintenant. Mais pour la qualité, il y a beaucoup de qualités. Quand on a une structure professionnelle, on peut faire mieux que la Coupe d'Afrique 2022. Thomas, je vais te laisser poser une petite question à Tom, te laisser réfléchir en tout cas, mais juste avant,
J'ai envie de connaître tes ambitions. Qu'est-ce que tu as envie de faire, toi? Qu'est-ce qui te ferait plaisir en dehors de la sélection de la Gambie? Est-ce que tu as d'autres aspirations? Si on te dit aujourd'hui, je te donne carte blanche, tu veux faire quoi? Non, je pense qu'il parle beaucoup de ça. Il y a deux ambitions. Je suis sélectionneur pour aller aux Coupes du Monde. C'est un rêve de moi. OK, ça peut-être pas possible avec Gambie, mais j'espère tout le temps pour ça. La Belgique cherche peut-être, mais non, c'est pas réaliste. Allez, on passe l'annonce. On passe l'annonce si vous cherchez. Pour l'après Martinez, on ne sait jamais. Non, c'est pas réaliste, je pense. mais aussi travailler en Europe, mon ligue en Belgique, naturellement, c'est vraiment dommage que je suis maintenant 20 ans entraîneur professionnel. Et j'ai presque jamais travaillé en Belgique. Au début, on m'a dit que tu n'as pas l'expérience. Maintenant, on m'a dit que tu travailles toujours en étranger. Tu connais pas la ligue. Et si un entraîneur espagnol ou israélien ou allemand qui connaît pas la ligue, je veux travailler en Belgique, mais seulement avec un bon club. Et mon avantage, naturellement, est que je peux travailler avec des joueurs avec des autres cultures. Et c'est normal dans la ligue. Je parle néerlandais, français, allemand et anglais. Je pense que j'ai beaucoup d'expérience mais on va voir. Je suis content avec ma carrière et quand il y a une possibilité dans le futur, on va voir. Tom, tu sais ce qu'on dit, nul n'est prophète en son pays. Voilà, en tout cas, on apprécie beaucoup ton travail et on le supporte. Et ça, on l'a fait très souvent, notamment bien avant de faire cette émission. Et voilà, on te souhaite le meilleur. On espère bien sûr que les choses vont se passer. Thomas, peut-être une dernière question avant de passer au pari de la semaine? Une question, là, il a travaillé avec tellement d'équipes nationales que je me demandais quel est le joueur, le plus grand joueur, enfin le meilleur joueur avec le meilleur potentiel avec lequel tu as travaillé. C'était qui le joueur? Oui, c'est facile. C'est chez Emmanuel Adebayor. Ah oui. Oui, Ouais. c'est le meilleur joueur. Et le temps là, il est attaquant du Tottenham Hotspur. Il est fantastique, mais il est aussi très, très difficile. Je ne sais pas qu'on a de temps pour une petite anecdote, mais... Si, vas-y, mais oui. Le premier match avec Gambie, avec Togo, c'est un match de qualification contre Libéria. Avant, on a un match préparation contre Ghana avec Alvin Grant. Mm-hmm. Et on a 2 semaines de campement. J'ai sélectionné mon équipe. Tous les joueurs sont dans le campement. C'est Serge Gakpé, Serge Akakpo, Alexis Romao, Mathieu Dosevi, Floyd Tahité, tous les grands noms qui jouent avec Olympiakos, Fulham, Olympique Marseille. Il y a seulement un joueur pas là. C'est chez Emmanuel Adebayor. On va à l'entraînement lundi. Il n'y a pas d'Adebayor. Mardi, il n'y a pas d'Adebayor. Mercredi, on fait un entraînement au stade. Tout le temps au stade, il y a 5000 spectateurs, 30 journalistes. On va jouer 11 contre 11, mais c'est 11 contre 10 parce que je manque un joueur. Et après 40 minutes, il y a le bruit d'un motard. C'est quoi? Il y a un motard aux pistes athlétiques dans le stade. Et le grand homme avec jaquet, il a le même vêtement des joueurs dessus. C'est Chéi. Il vient de moi. Bonjour entraîneur, je suis Emmanuel Chéi Adebayor. Je dis oui, je le sais. Il me demande, je peux entraîner avec l'équipe? Je dis oui, mais j'ai pensé que tu es dans le campement, mais je veux pas créer des problèmes avec tous les spectateurs là. Et je dis ok. Fait un chauffement et joue avec l'équipe avec 10. Et après, l'autre entraînement, viens à l'hôtel, on peut parler. Oui, entraîneur, pas de problème. Il joue, il est fantastique, Après, dans l'hôtel, on attend avec les staffs, pas de chéri. Jeudi, pas de chéri au entraînement. Vendredi, on a encore une fois un match 11 contre 11. 1 minute avant l'entraînement, Chéi est là. Entraîneur, je suis prêt. Et pour lundi, pour le match contre Ghana, je suis prêt. Je dis non, tu n'es pas prêt. Et entraîneur, je suis le capitaine, je suis Adebayor. Non, j'ai dit, quand tu veux jouer, tu dois être dans mon équipe, avec le staff, avec les joueurs, dans les disciplines. Je ne peux pas dire, mes joueurs, tu ne peux pas buver, pas de filles dans les chambres et tu restes à la maison. Je ne peux pas dire ça. Tous les autres joueurs sont aussi des grands joueurs. Mais non, je vais venir avec mon vol privé au Ghana, ok. On est allé au Ghana avec l'autobus. La fédération a dit c'est 2 heures, mais on a fait 6 heures. Parce qu'ils ça, l'Afrique. Oui, mais ils ont oublié de régler le visa. Voilà. Mais ok. On est dans le stade au Ghana, le match contre Alvin Grant. Et
il y a quelqu'un porte et mon media man fermait la porte. Il dit, Shea est là. Il veut rentrer dans la cabine. Et on n'a pas accepté ça. Il a rentré la cabine du Ghana. Il est resté avec Ian et à Samoa dans la même cabine là-bas. Et il est au stade. Et il n'a pas joué. Et le jour après, on a rencontré au Togo pour le match contre Libéria. Et qui est le premier à l'hôtel? Shea. Incroyable. Qui est le premier au petit déjeuner à l'entraînement? Shea. Il a compris. Oui. Tu lui as fait passer le message. Ouais. Quoi. Tu lui as fait comprendre la chose. Et on a gagné 2-1 contre Libéria. Et qui a marqué le but pour la victoire? Shea, magnifique. Belle conclusion. Mais c'est le meilleur joueur. On est toujours en contact parce que j'ai beaucoup de respect pour lui. Il me respecte aussi. Mais naturellement, comme entraîneur, tu es pas seulement entraîneur d'un grand star, tu es un entraîneur d'une équipe. Il y a des règles pour tout et chaque joueur doit respecter ça, mais c'est une bonne expérience. Ouais, c'est une expérience fantastique et une superbe anecdote que vous ne retrouverez donc qu'ici dans le Clubhouse. On passe tout de suite au super pari de la semaine avec notre ami Quentin. Alors, dis-nous tout. Alors, vu que c'est une émission spéciale sur les équipes africaines, je me suis focalisé sur le match Angleterre-Sénégal, dont vous avez parlé précédemment. Et le Sénégal, ça fait quand même depuis 20 ans qu'ils n'avaient plus été en 8e de finale de la Coupe du Monde. Donc, c'est quand même aussi un exploit, on va le dire. Mais l'effectif, pour moi, anglais est tellement impressionnant. Dans toutes les lignes, on en a déjà parlé précédemment dans les Clubhouse, c'est incroyable. Donc, pour moi, je vois quand même l'Angleterre se qualifier et même gagner après les 90 minutes. Mais il y a une cote que je trouve vraiment incroyable, de 4,50 sur le site d'Unibet. C'est le meilleur passeur de la Coupe du Monde. Oui, le meilleur passeur de la Coupe du Monde, c'est qui? C'est Harry Kane. Il a 0 but marqué, 3 passes décisives. Il est tellement bien entouré. Saka, Bellingham, Rashford. Donc, une petite passe d'Harry Kane, pourquoi pas? Allez, une petite passe d'Harry Kane, ça te parle? J'aurais plus mis buteur parce qu'il n'a pas encore marqué, mais ça se tente, pourquoi pas. Allez, ça se tente. Je ne vais pas te demander à toi, Tom. T'inquiète pas, je ne t'ennuie pas avec ça. Je te remercie en tout cas. Merci beaucoup d'avoir été là dans Unibet Clubhouse pour ces anecdotes fantastiques, pour ta générosité, pour ta gentillesse, parce que vous ne le saviez pas, mais cet homme était là même avant les employés. Donc, il est extraordinaire. Il est surtout très, très généreux. Tom Saintfiet, un vrai personnage à découvrir. Merci infiniment. Merci Thomas, bien sûr, pour tout ça. Merci à toi, Tom. On se retrouve très rapidement dans Unibet Clubhouse. Il sera question, bien sûr, des quarts de finale de la Coupe du Monde. À très vite et n'oubliez jamais, le football ne s'arrête jamais, les amis!